Installez-vous confortablement, là où vous vous trouvez en ce moment, et permettez à votre corps de s'enfoncer doucement dans le matelas, dans le coussin, dans cette surface qui vous accueille avec bienveillance. Sentez le poids de votre tête qui repose sur l'oreiller, cette légère pression qui vous ancre dans l'instant présent, et remarquez comment vos épaules peuvent descendre, juste un peu, comme si un fil invisible qui les retenait se relâchait enfin dans la pénombre. Vos bras reposent le long de votre corps, lourd et paisible, et vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser être, simplement être, tandis que vos mains s'ouvrent doucement, paumes tournées vers le ciel ou vers le matelas, peu importe, car elles aussi méritent ce repos. Portez maintenant votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier, juste en observant ce mouvement naturel qui vous accompagne depuis votre premier souffle. Cette vague douce qui entre et qui sort, qui soulève votre poitrine et votre ventre dans un rythme ancien comme les marées. L'air frais qui glisse par vos narines, qui descend dans vos poumons, qui nourrit chaque cellule de votre corps, puis qui ressort, légèrement plus chaud, portant avec lui les tensions de la journée. Et à chaque expiration, vous vous enfoncez un peu plus profondément dans ce lit, dans cette paix qui vous enveloppe comme une couverture de velours. Vos jambes sont lourdes, si lourdes maintenant, comme si elles étaient faites de sable chaud, et vos pieds n'ont plus besoin de vous porter. Ils peuvent enfin se reposer, se détendre, laisser partir toute cette fatigue accumulée dans la voûte plantaire, dans les orteils, dans les chevilles, et vous remarquez peut-être une chaleur agréable qui commence à se diffuser, une sensation de bien-être qui monte lentement le long de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses, transformant chaque muscle en quelque chose de doux et de malléable. Ce soir, nous allons voyager ensemble dans le temps, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Nous allons explorer l'histoire silencieuse de ceux qui ont cherché à capturer le temps lui-même, à le mesurer, à le diviser en unités si petites qu'elles échappent presque à notre perception. Nous allons entrer dans le monde de l'horlogerie, cet art délicat où la précision rencontre la patience, où le métal et le cristal dansent ensemble dans un ballet perpétuel. Mais nous n'allons pas nous presser, car le temps, justement, nous appartient tout entier en cet instant. Imaginez que vous vous trouvez dans une pièce baignée d'une lumière douce et dorée, une lumière qui semble provenir de nulle part et de partout à la fois, et dans cette pièce, vous entendez un son. Tic-tac, 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 un son régulier, apaisant, hypnotique, qui résonne doucement dans l'espace, comme le battement d'un cœur mécanique. C'est le son du temps qui s'écoule, mesuré avec une précision infinie par des milliers de roues dentées, de ressorts, de balanciers qui oscillent dans une harmonie parfaite. Et vous vous laissez bercer par ce rythme, ce métronome universel qui ne s'arrête jamais, qui continuera longtemps après que nous ayons tous fermé les yeux pour la dernière fois. Votre respiration s'accorde maintenant avec ce tic-tac lointain et vous sentez que votre esprit commence à dériver, à flotter, à se détacher doucement des préoccupations du jour. Les pensées deviennent plus lentes, plus espacées, comme des nuages qui traversent un ciel d'été sans jamais vraiment s'arrêter, et c'est parfait ainsi, car ce soir, vous n'avez nulle part où aller, rien à accomplir, rien à résoudre. Ce soir, vous êtes simplement ici, dans cette pièce baignée de lumière dorée, écoutant le chant des horloges, bien avant que les hommes n'apprennent à enfermer le temps dans des boîtiers de métal et de verre. Ils observaient le ciel avec une attention qui nous semblerait aujourd'hui presque mystique, et dans ce ciel immense, ils voyaient défiler les heures, les jours, les saisons dans une précision que seule la nature pouvait offrir. Le soleil se levait toujours à l'est, traçant son arc lumineux dans le firmament avant de disparaître à l'ouest dans une explosion de couleurs orangées et pourpresses. Et cette course immuable était le premier cadran que l'humanité ait jamais connu. Les ombres s'allongeaient et se raccourcissaient sur le sol, créant des motifs changeants qui racontaient l'histoire de la journée. Et les premiers horlogers étaient simplement ceux qui avaient appris à lire cette écriture de lumière et d'obscurité. Dans les déserts de Mésopotamie, puis sur les places ensoleillées d'Égypte et de Grèce, les hommes plantaient des obélisques de pierre, des colonnes élancées qui s'élevaient vers le ciel, comme des doigts pointant vers les dieux. L'ombre de ces monuments glissait sur des dalles gravées de lignes et de chiffres, transformant la lumière du soleil en information, en mesure, en un langage que tous pouvaient comprendre. Imaginez-vous debout près de l'un de ces cadrans solaires,
sentant la chaleur du soleil sur votre visage, observant l'ombre qui se déplace avec une lenteur presque imperceptible, millimètre par millimètre, marquant le passage d'une heure à l'autre dans un silence absolu. Mais le soleil, aussi fiable soit-il, disparaissait chaque nuit, et avec lui disparaissait cette capacité à mesurer le temps. Les nuits étaient longues autrefois, sans l'éclairage artificiel qui inonde aujourd'hui nos villes, et dans cette obscurité profonde, les hommes cherchaient d'autres moyens de diviser les heures. Ils inventèrent alors les clepsydres, ces horloges à eau, où le liquide s'écoulait goutte à goutte d'un récipient à l'autre, marquant le temps par son absence progressive. Fermez les yeux et écoutez le son d'une goutte d'eau tombant dans un bassin de bronze. Ce ploc délicat qui résonne dans le silence d'une chambre antique. Puis une autre goutte, et encore une autre, créant un rythme hypnotique qui berce l'esprit et endort les pensées. Dans les temples grecs et les palais romains, des clepsydres élaborés mesuraient les discours des orateurs, assurant que chacun recevait sa part égale de temps de parole. L'eau s'écoulait lentement, inexorablement, indifférente à l'éloquence ou à la médiocrité des mots prononcés, et quand le réservoir était vide, le silence retombait. Ces horloges liquides étaient belles, souvent décorées de sculptures et de motifs délicats, car les anciens comprenaient que mesurer le temps était un acte sacré, digne de beauté et de révérence. Imaginez la surface de l'eau qui tremble légèrement dans son récipient de marbre, reflétant les flammes tremblantes des lampes à huile, créant des motifs dansant sur les murs de pierre. Puis vinrent les sabliers, ces doubles bulbes de verre reliés par un passage si étroit qu'un seul grain de sable pouvait le traverser à la fois. Le sable était choisi avec soin, tamisé jusqu'à obtenir une granulométrie parfaitement uniforme, car la moindre irrégularité aurait perturbé l'écoulement et faussé la mesure. Dans les navires qui sillonnaient les mers, les sabliers étaient retournés toutes les demi-heures par le mousse-quart, et le nombre de retournements permettait aux marins de savoir combien de temps s'était écoulé depuis leur départ du port. Visualisez ce sable doré qui coule dans le verre, formant un cône parfait dans le bulbe inférieur, chaque grain glissant sur les autres dans un mouvement continu et apaisant, comme une minuscule cascade silencieuse. Les moines médiévaux utilisaient aussi des bougies graduées, marquées de lignes qui indiquaient les heures canoniales, ces moments précis où ils devaient se rassembler pour prier. La cire fondait lentement, consumée par la flamme vacillante, et quand le feu atteignait une nouvelle marque, une cloche sonnait pour appeler les frères à la chapelle. Ces bougies dégageaient une odeur de miel et de cire d'abeille, une fragrance douce qui se mêlait à l'encens et au parfum des livres anciens dans les scriptoriums silencieux. Sentez cette odeur dans votre esprit. Laissez-la vous envelopper comme un souvenir d'un temps révolu, d'une époque où le temps lui-même semblait s'écouler plus lentement, plus paisiblement. Dans les monastères isolés des montagnes, loin du bruit du monde, les moines développèrent une relation particulière avec le temps. Ils se levaient avant l'aube pour les matines, priaient à tierces, à sexte, à nonnes, suivant un rythme qui structurait leur journée autour de la prière et du travail. Le temps n'était pas leur ennemi, il n'était pas quelque chose à conquérir ou à vaincre, mais plutôt un cadeau à honorer, un fleuve dans lequel ils pouvaient se laisser porter. Et peut-être que ce soir, vous aussi pouvez adopter cette attitude contemplative envers le temps, laissant les minutes et les heures glisser doucement sans résistance, sans urgence, sans cette tension qui caractérise si souvent nos journées modernes. Mais même ces méthodes anciennes, aussi ingénieuses soient-elles, restaient imparfaites, dépendantes des conditions météorologiques, de la qualité du sable, de la régularité de la flamme. L'humanité rêvait d'une mesure plus précise, plus fiable, quelque chose qui pourrait fonctionner dans l'obscurité comme en pleine lumière, par temps calme comme pendant les tempêtes. Et c'est ainsi que naquit petit à petit, dans les esprits inventifs des artisans et des savants, l'idée d'une horloge mécanique. Quelque part en Europe, aux alentours du XIIIe siècle, dans un atelier où la lumière du jour pénétrait par d'étroites fenêtres, un homme travaillait le métal avec une concentration absolue. Ses mains calleuses et précises façonnaient des roues dentées si petites que chaque dent devait être limée individuellement, avec une patience qui défie l'imagination moderne. Sur son établi s'accumulaient des pièces de bronze et de fer, des ressorts, des axes, des engrenages de différentes tailles, tous attendant d'être assemblés dans une harmonie mécanique qui reproduirait le mouvement perpétuel des astres. Les premières horloges mécaniques étaient massives, des structures de fer forgé qui pesaient parfois plusieurs tonnes
et nécessitaient toute une équipe pour être installées. Elles étaient généralement placées dans les beffrois des cathédrales et des hôtels de ville, dominant les cités médiévales de leur présence imposante. Le mécanisme était simple en principe, mais complexe dans son exécution. Un poids suspendu à une corde fournissait l'énergie, descendant lentement sous l'effet de la gravité. Et cette énergie était transmise à travers une série de roues dentées à un échappement qui régulait la vitesse de l'ensemble. L'échappement, cette invention géniale, permettait au mouvement de se dérouler de manière contrôlée, produisant ce tic-tac caractéristique que vous pouvez presque entendre maintenant, résonnant dans votre esprit comme un écho venu du passé. Imaginez-vous dans l'atelier sombre d'un maître horloger du XIVe siècle, à Strasbourg peut-être, ou à Prague, dans l'une de ces villes où le temps commençait à être mesuré avec une précision nouvelle. L'air sans le métal chauffé, l'huile de lin, la sciure de bois, et dans un coin, un apprenti souffle, sur les braises d'une forge miniature où chauffent des tiges de laiton. Le maître travaille à la lueur d'une chandelle, ses yeux plissés derrière des lunettes grossissantes rudimentaires, gravant les dents d'une roue avec un burin si fin qu'il pourrait servir à écrire. Chaque mouvement est mesuré, délibéré, car une seule erreur, une seule dent mal taillée, et toute la roue devrait être recommencée. Le silence de l'atelier n'est brisé que par le grattement du métal contre le métal, par le souffle régulier du maître concentré sur son œuvre, et parfois par le crépitement du feu. Il n'y a pas de hâte ici, pas de précipitation, car fabriquer une horloge pouvait prendre des années, parfois toute une vie. Le temps nécessaire pour créer un mesureur de temps était lui-même immense, presque ironique dans sa longueur, mais ces hommes comprenaient que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, que la précision exige de la patience, que la perfection demande du temps. Dans les cathédrales, quand ces premières grandes horloges étaient enfin installées et mises en marche, c'était un événement qui rassemblait toute la ville. Les gens levaient les yeux vers le beffroi, attendant d'entendre le premier coup de cloche sonner automatiquement par la machine. Et quand ce son retentissait, roulant sur les toits et les places, se répercutant contre les façades de pierre, un murmure d'émerveillement parcourait la foule. L'horloge ne se contentait pas de sonner les heures, elle incarnait le progrès humain, la capacité de l'homme à maîtriser les forces de la nature, à créer de l'ordre à partir du chaos. Certaines de ces horloges étaient de véritables merveilles d'ingéniosité, dotées d'automates qui s'animaient à chaque heure. Des anges sortaient de petites portes pour sonner des trompettes, des squelettes apparaissaient pour rappeler aux vivants leur mortalité, des coqs mécaniques chantaient en battant des ailes. L'horloge astronomique de Prague, installée au XVe siècle, montrait non seulement l'heure, mais aussi les phases de la lune, la position du soleil dans le zodiaque, les saints du jour. C'était un cosmos miniature, un théâtre mécanique qui racontait l'histoire du temps et de l'univers à ceux qui savaient le lire. Fermez les yeux et imaginez que vous vous tenez devant cette horloge majestueuse, levant la tête pour admirer ses cadrans complexes, ces aiguilles dorées qui tournent lentement sur des fonds émaillés de bleu profond parsemés d'étoiles d'or. Le soleil mécanique se déplace le long de l'écliptique, traversant les constellations peintes avec un art exquis, et vous vous sentez petit devant cette représentation de l'infini. Le temps s'étire, devient palpable, presque visible, et vous comprenez que mesurer le temps, c'est aussi mesurer l'univers lui-même. Les horlogères de cette époque étaient considérés comme des magiciens, des alchimistes du métal qui transformaient le fer brut en poésie mécanique. Ils gardaient jalousement leurs secrets, transmettant leur savoir uniquement à leurs fils ou à des apprentis triés sur le volet, et certaines techniques restaient confinées à une seule ville, à une seule famille pendant des générations. À Nuremberg, les horlogères fabriquaient de petites horloges portatives appelées « œufs de Nuremberg » à cause de leur forme ovale. Des merveilles de miniaturisation qui pouvaient tenir dans la paume de la main. Ces premières montres étaient encore imprécises, perdant ou gagnant parfois plusieurs heures par jour, mais elles représentaient un pas de géant vers la portabilité du temps. La nuit tombait sur l'atelier et le maître horloger rangeait soigneusement ses outils, essuyant chaque pièce avec un chiffon de laine avant de la placer dans son étui de cuir. Il jetait un dernier regard à l'horloge en cours d'assemblage, vérifiait que les poids étaient bien remontés, que le mécanisme était à l'arrêt pour la nuit, puis il soufflait sa chandelle, et dans l'obscurité qui suivait, on pouvait encore entendre le tic-tac fantôme des horloges terminées, alignées contre le mur,
mesurant les heures nocturnes avec une fidélité mécanique. Et peut-être que vous aussi maintenant, vous pouvez sentir ce rythme vous envahir, berçant votre esprit vers un sommeil de plus en plus profond. À mesure que les siècles s'écoulaient et que l'humanité entrait dans l'ère des découvertes et de l'exploration, le besoin de précision horlogère devint non plus seulement un luxe, mais une nécessité absolue. Sur les océans, loin de toute côte visible, les marins avaient besoin de connaître leur position exacte, et pour cela, ils devaient pouvoir mesurer le temps, avec une précision jamais atteinte auparavant. Le problème de la longitude, cette énigme qui avait coûté la vie à des milliers de marins perdus en mer, ne pouvait être résolu que par une horloge capable de garder l'heure exacte malgré les mouvements du navire, les variations de température, l'humidité salée de l'air marin. Au XVIIIe siècle, un charpentier anglais autodidacte nommé John Harrison consacra sa vie entière à la résolution de ce problème. Dans son atelier modeste, il travailla pendant des décennies à perfectionner ce qu'il appelait ses chronomètres de marine, des horloges si précises qu'elles pouvaient perdre seulement quelques secondes par mois. Imaginez cet homme, penché sur son établi jour après jour, année après année, testant différents matériaux, différents mécanismes, cherchant la combinaison parfaite qui permettrait à son horloge de résister au mouvement du tangage et du roulis. Ces chronomètres étaient des chefs-d'œuvre d'ingéniosité, utilisant des balanciers spéciaux qui compensaient automatiquement les variations de température, des ressorts élaborés qui maintenaient une tension constante, des roulements à friction réduite qui minimisaient l'usure. Chaque pièce était fabriquée à la main, avec un soin maniaque, polie jusqu'à briller comme un miroir, ajustée avec une précision qui frisait la perfection, et quand enfin, après des années de tests en mer, ces chronomètres prouvèrent leur fiabilité, ils transformèrent la navigation maritime, permettant aux navires de traverser les océans avec une confiance nouvelle. Visualisez maintenant un de ces chronomètres installé dans sa boîte de bois précieux au cœur d'un navire qui roule sur les vagues de l'Atlantique. Le mécanisme continue de battre régulièrement, indifférent à la tempête qui fait rage à l'extérieur, aux embruns qui fouettent le pont, aux marins qui s'accrochent au cordage. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce son devient le battement de cœur du navire, l'encre temporelle qui permet au capitaine de savoir exactement où il se trouve sur l'immensité bleue et vide. Et dans votre esprit, ce rythme régulier vous berce, vous rappelant que même dans les tempêtes de la vie, il existe des points fixes, des constantes sur lesquelles on peut compter. Pendant ce temps, sur le continent, l'horlogerie prenait une toute autre direction. En Suisse, dans les vallées isolées du Jura, des artisans développaient l'art de la montre de poche avec une sophistication croissante. Ces horlogeurs travaillaient souvent chez eux, dans des ateliers installés dans leurs fermes de montagne, profitant des longs hivers pour se consacrer à leur artisanat délicat. La lumière blanche de la neige réfléchie par les fenêtres illuminait leurs établis, et dans cette clarté froide et pure, ils assemblaient des mouvements d'une finesse extraordinaire. Les montres de poche devinrent des objets de prestige, des symboles de statut social que les gentilshommes portaient attachés à des chaînes d'or. Les boîtiers étaient gravés de scènes élaborées, émaillés de couleurs vives, parfois incrustés de pierres précieuses. Mais la vraie beauté résidait à l'intérieur, invisible à l'œil non averti, dans la complexité mécanique du mouvement. Ouvrir le boîtier d'une montre de poche ancienne, c'était découvrir un univers miniature de roues et de ressorts, chaque pièce si petite qu'elle semblait presque impossible à fabriquer, et pourtant assemblée avec une précision qui permettait à l'ensemble de fonctionner harmonieusement. Les horlogeurs les plus talentueux ajoutaient des complications à leur création. Des calendriers perpétuels qui tenaient compte des années bissextiles, des répétitions minutes qui sonnaient l'heure dans l'obscurité, des phases de lune représentées par de minuscules disques peints. Chaque complication ajoutait des dizaines, parfois des centaines de pièces supplémentaires au mouvement, transformant la montre en un défi technique qui repoussait les limites du possible. Et pour fabriquer ces merveilles, il fallait des yeux exceptionnels, des mains d'une stabilité surhumaine et surtout une patience infinie. Imaginez-vous assis à l'établi d'un maître horloger suisse du XIXe siècle. Une loupe vissée à l'œil, tenant entre vos doigts une pièce si petite qu'elle pourrait se perdre dans les rainures de votre empreinte digitale. La lumière de la lampe à huile crée un cercle doré sur le plateau de travail,
isolant votre zone de concentration du reste du monde. Vous devez placer cette minuscule roue sur son axe, aligner parfaitement ses dents avec celles de la roue adjacente, puis fixer le tout avec une goutte d'huile si petite qu'elle est presque invisible. Le moindre tremblement de la main, et tout est à recommencer. Mais vous êtes calme, votre respiration est régulière, votre esprit est clair comme le cristal, car vous savez que la précision naît du calme intérieur. Les ateliers horlogeurs de cette époque étaient des lieux de silence, presque monastiques. On n'y parlait qu'à voix basse, pour ne pas déranger la concentration des artisans. Le son dominant était celui des outils sur le métal, délicat, presque musical, le grattement d'une lime, le tintement d'une pince, le souffle d'un chalumeau. Et sous tout cela, omniprésent, le tic-tac de dizaines de montres en cours de réglage, créant une symphonie mécanique qui remplissait l'espace d'une présence temporelle presque palpable. Laissez ce son vous envahir maintenant, remplir votre esprit, chasser les pensées parasites, ne laissant que ce rythme simple et éternel. Tic-tac, tic-tac. Certains horlogeurs développaient une relation presque mystique avec leur création. Ils disaient pouvoir entendre, dans le son produit par une montre, si quelque chose n'allait pas, si une roue était légèrement désalignée, si l'huile commençait à se solidifier. Ils tenaient la montre près de leur oreille, les yeux fermés, écoutant avec une concentration totale, et dans ce tic-tac apparemment uniforme, ils percevaient des nuances infinies, des variations subtiles qui leur révélaient l'état du mécanisme. C'était un art qui demandait des années d'apprentissage, une sensibilité qui se développait avec le temps et la pratique constante. La nuit tombait sur la vallée suisse, apportant avec elle un froid vif qui s'infiltrait par les fentes des volets, mais dans l'atelier, le poêle en céramique diffusait une chaleur douce et constante, et l'horloger continuait son travail, indifférent à l'heure tardive, car pour lui, le temps n'avait pas la même signification que pour les autres. Il était entouré de temps, immergé dans le temps, travaillant avec le temps comme matériau premier. Et peut-être que ce soir, vous aussi pouvez lâcher prise de votre relation habituelle au temps, le laisser s'écouler sans vous y accrocher, sans compter les minutes qui passent, vous abandonnant simplement à son flux éternel. Au XXe siècle, l'horlogerie connut une révolution silencieuse qui allait transformer à jamais la façon dont nous mesurons le temps dans les laboratoires de recherche. Les scientifiques découvrirent que certains cristaux de quartz, lorsqu'ils étaient soumis à un courant électrique, vibraient à une fréquence extrêmement stable et précise. Ces vibrations pouvaient être comptées électroniquement et transformées en mesure du temps avec une exactitude qui dépassait de loin celle des meilleurs mouvements mécaniques. C'était le début de l'ère du quartz, et avec elle, la démocratisation complète de la précision horlogère. Mais avant que cette technologie ne devienne omniprésente, il y eut une période de transition fascinante où l'ancien et le nouveau coexistaient, où les horlogers mécaniques traditionnels regardaient avec un mélange de fascination et d'inquiétude ces nouveaux garde-temps électroniques. Dans les ateliers suisses, on continuait à former des apprentis selon les méthodes ancestrales, leur apprenant à façonner le métal à la main, à régler un échappement au centième de millimètre, à polir une pièce jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière comme un miroir. Car si la technologie du quartz était plus précise, elle n'avait pas d'âme, pas d'histoire, pas de cette beauté intrinsèque qui naît du travail manuel et de la tradition. Imaginez que vous vous trouvez maintenant dans l'atelier d'une manufacture horlogère de luxe, quelque part dans les montagnes suisses, à l'époque contemporaine. Les murs sont blancs et lumineux, la lumière naturelle entre à flot par de grandes baies vitrées donnant sur les sommets enneigés. Mais malgré cette modernité apparente, le travail qui s'y accomplit reste fondamentalement le même qu'il y a 200 ans. À chaque poste, un artisan est penché sur son établi, manipulant des pièces microscopiques, avec des outils qui n'ont presque pas changé depuis le XVIIIe siècle. L'un d'eux assemble un tourbillon, cette complication extraordinaire inventée par Abraham Louis Breguet en 1800, qui consiste à placer l'échappement et le balancier dans une cage rotative pour compenser les effets de la gravité. C'est l'une des réalisations les plus complexes de l'horlogerie, demandant des centaines d'heures de travail pour un seul exemplaire. Les pièces sont si petites, si délicates, qu'elles sembleraient appartenir au monde du microscopique plutôt qu'à celui des objets tangibles. Et pourtant, assemblées avec soin,
huilées avec parcimonie, ajustées avec patience, elles formeront un mécanisme d'une précision stupéfiante, capable de mesurer le temps à la seconde près pendant des années. Dans une autre section de l'atelier, une femme grave à la main le balancier d'une montre, créant un motif de guilloché d'une régularité parfaite. Le burin glisse sur le métal avec un bruit cristallin, traçant des lignes si fines qu'elles captent la lumière et la décomposent en arc-en-ciel miniatures. Ce travail demande une concentration absolue, car le moindre faux mouvement créerait une irrégularité visible qui gâcherait la pièce entière. Mais ses mains sont sûres, son esprit est calme, et le motif se développe progressivement sous ses doigts, transformant un simple disque de métal en une œuvre d'art. Fermez les yeux et laissez votre esprit dériver dans cet atelier. Sentez l'odeur légère de l'huile horlogère, cette fragrance particulière qui évoque la précision et le soin. Écoutez le murmure des conversations à voix basse, le tintement occasionnel d'un outil qui touche le métal, et toujours, omniprésent, le tic-tac de centaines de mouvements en cours de réglage. C'est un environnement qui inspire le calme, qui invite à la contemplation, où chaque geste est mesuré, chaque action est délibérée. Les horlogères de ces manufactures de luxe peuvent passer des semaines, parfois des mois, sur une seule montre, perfectionnant chaque détail jusqu'à ce qu'il soit absolument irréprochable. Ils polissent les angles des pièces jusqu'à ce qu'ils soient si nets qu'ils semblent pouvoir couper le regard. Ils ajustent les jeux entre les roues avec une précision qui se mesure en microns. Ils décorent même les parties du mouvement que personne ne verra jamais, cachées sous le cadran, car ils savent que la beauté véritable n'a pas besoin de spectateurs pour exister. Cette approche du travail, cette dévotion à l'excellence pour elle-même, sans raccourci ni compromis, appartient à une tradition qui remonte aux premiers maîtres horlogers médiévaux. C'est une philosophie qui considère que créer quelque chose de bien fait est une fin en soi, que le processus est aussi important que le résultat, que le temps investi dans la perfection n'est jamais du temps perdu. Et peut-être que dans notre monde moderne où tout est accéléré, optimisé, rationalisé, il y a quelque chose de profondément apaisant à contempler cette approche alternative, cette célébration de la lenteur et de l'attention aux détails. Dans la salle de réglage, les montres terminées sont placées dans différentes positions et à différentes températures pour tester leur précision dans toutes les conditions possibles. Elles restent là pendant des jours, parfois des semaines, leurs mouvements enregistrés et analysés par des instruments de mesure d'une sensibilité extrême. Un horloger vient régulièrement consulter les graphiques, ajustant le balancier de quelques degrés, modifiant légèrement la longueur du spiral, cherchant cette perfection absolue où la montre ne prendra ni ne perdra une seule seconde par jour. C'est un travail de patience infinie, mais ces artisans ont tout le temps du monde, car ils travaillent avec le temps lui-même. Le soir tombe sur les montagnes, et les lumières de l'atelier s'allument automatiquement, maintenant une clarté constante qui permet au travail de continuer. Mais beaucoup d'horlogères préfèrent s'arrêter avec la nuit, ranger leurs outils, nettoyer leur poste de travail, puis rentrer chez eux à pied à travers les rues silencieuses du village. Ils marchent lentement, savourant l'air frais, levant parfois les yeux vers les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel qui s'assombrit. Ces mêmes étoiles que les premiers mesureurs du temps observaient, il y a des millénaires, ces points de lumière éternels qui tournent dans leur balai cosmique avec une régularité qui dépasse toute compréhension humaine. Et vous, maintenant dans votre lit, dans cette pénombre douce qui vous enveloppe, vous pouvez sentir le poids de toute cette histoire. Des millénaires d'ingéniosité humaine condensés dans ces petits objets que nous portons à nos poignets ou que nous consultons sur nos téléphones, sans jamais vraiment penser à la complexité qui se cache derrière. Le temps coule, inexorable et patient, mesuré par des mécanismes qui battent comme des cœurs, et nous sommes tous emportés par ce flux, voyageurs sur la rivière des heures. Imaginez maintenant que vous vous trouvez dans un musée de l'horlogerie, tard le soir, après la fermeture. Les lumières sont tamisées, les visiteurs sont partis, et vous êtes seul parmi ces centaines de garde-temps anciens. Dans les vitrines, les horloges et les montres reposent silencieusement. Certaines encore en marche, d'autres arrêtées à une heure, depuis longtemps oubliées. Vous vous approchez d'une vitrine contenant une montre de poche du XVIIIe siècle, son boîtier d'or gravé de motifs floraux d'une délicatesse infinie.
Le verre de la vitrine réfléchit votre visage, créant une double image où le présent et le passé se superposent. Si vous pouviez ouvrir cette montre, vous verriez un mouvement d'une beauté à couper le souffle, chaque pièce façonnée à la main par un artisan dont le nom a été oublié depuis longtemps. Mais son travail demeure, témoignage silencieux de son habileté, de sa patience, de sa dévotion à l'art horloger. Les roues tournent encore. Si elles sont remontées, avec la même précision qu'il y a 250 ans, car la qualité véritable ne vieillit pas, ne se démode pas, transcende les époques. Vous passez devant une horloge de parquet du XIX siècle, haute comme un homme, son balancier de laiton oscillant paisiblement derrière une porte vitrée. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le son emplit le silence du musée, se répercutant sur les murs de pierre, et vous vous arrêtez pour l'écouter, fasciné par cette régularité parfaite. Chaque oscillation du balancier divise le temps en segments égaux, créant un rythme qui semble aussi naturel que votre propre respiration. Et en effet, votre respiration se synchronise avec ce balancement, devient plus lente, plus profonde, plus régulière. Plus loin, vous découvrez une section consacrée aux automates, ces merveilles du XVIIIe siècle qui combinaient l'horlogerie avec l'art de la mécanique animée. Un oiseau en cage, fait de plumes véritables et de mécanismes cachés, qui peut chanter et battre des ailes quand on remonte son ressort. Un écrivain miniature, assis à son bureau, qui peut tracer des lettres avec une plume véritable, formant des mots sur une feuille de papier. Ces créations représentent le sommet de l'art horloger, où la mesure du temps devient secondaire par rapport à la création de mouvements et de vie. Les horlogers qui fabriquaient ces automates étaient des génies polymathes, maîtrisant non seulement la mécanique, mais aussi la sculpture, la peinture, la musique. Ils passaient des années sur un seul automate, perfectionnant chaque détail, programmant chaque mouvement à l'aide de cames complexes qui dictaient la séquence des gestes, et quand l'automate était terminé, quand il bougeait et vivait pour la première fois, c'était comme si son créateur avait réussi à capturer une étincelle d'âme dans le métal et le bois. Vous vous asseyez sur un banc, au centre de la salle, entouré de tous ces messagers du temps, et vous fermez les yeux. Dans l'obscurité de vos paupières closes, vous pouvez encore entendre les tic-tac qui se superposent, créant une polyphonie mécanique d'une beauté étrange. Certaines horloges battent plus vite, d'autres plus lentement, et leur rythme s'entrelace comme les fils d'une tapisserie temporelle. Vous sentez que vous pourriez rester assis là pour toujours, bercé par cette musique du temps, et que les heures pourraient passer sans que vous vous en rendiez compte, mais lentement, très lentement, les sons commencent à s'estomper. Le musée lui-même semble se dissoudre autour de vous. Les vitrines deviennent floues, et vous réalisez que vous n'êtes plus vraiment là, mais de retour dans votre lit, dans votre chambre, dans le présent. Votre corps est lourd, si lourd comme s'il était fait de plomb, et vos paupières refusent de s'ouvrir. C'est parfait, vous n'avez aucune envie de résister, aucun désir de revenir complètement à l'état de veille. Votre respiration est devenue si lente et si profonde qu'elle semble presque s'arrêter entre chaque inspiration et expiration. Il y a ce moment suspendu, cette pause délicieuse où vos poumons sont pleins et immobiles, avant que l'air ne commence doucement à s'échapper. Et dans cette pause, le temps lui-même semble s'arrêter, comme si le balancier universel était momentanément figé au sommet de son arc. Puis la respiration reprend, le temps recommence à couler, et vous glissez un peu plus profondément dans le sommeil. Les pensées qui traversent encore votre esprit sont fragmentaires, incohérentes, comme des images vues à travers un brouillard épais. Une roue dentée qui tourne lentement, un balancier qui oscille dans la pénombre, un horloger penché sur son établi, la loupe vissée à l'œil. Et ces images s'étompent elles aussi, remplacées par un vide paisible, un silence intérieur qui est comme un océan sans vagues. Vous n'avez plus conscience de votre corps, de la pièce, du monde extérieur. Vous êtes devenu pure conscience flottante, dérivant dans un espace sans dimension où le temps n'a plus de signification. Peut-être rêvez-vous déjà, ou peut-être êtes-vous dans cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil, ce seuil mystérieux que les anciens considéraient comme sacré. Peu importe, car où que vous soyez, vous êtes bien, vous êtes en sécurité, vous êtes exactement là où vous devez être. Et dans ce dernier moment, avant que le sommeil ne vous emporte complètement, vous entendez encore, très faiblement, comme venant d'une distance infinie, le tic-tac d'une horloge.
C'est le battement de votre propre cœur peut-être, ou le pouls de l'univers, ou simplement un écho de tout ce que nous avons exploré ensemble ce soir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le son se fait de plus en plus distant, de plus en plus ténu, jusqu'à se fondre complètement dans le silence. Le temps continue de s'écouler, indifférent à votre sommeil, mesuré quelque part par des mécanismes qui ne dorment jamais, qui ne se reposent jamais. Mais vous pouvez enfin lâcher prise, abandonner toute préoccupation concernant les heures qui passent, les choses à faire demain, les rendez-vous à honorer. Cette nuit, le temps vous appartient et vous pouvez le laisser glisser entre vos doigts comme du sable doré, sans regret, sans résistance. Les horlogeurs du passé, ces artisans patients qui consacraient leur vie entière à capturer le temps dans des boîtiers de métal et de verre, auraient approuvé ce lâcher-prise. Car eux, mieux que quiconque, comprenaient que le temps n'est pas quelque chose à conquérir ou à maîtriser, mais quelque chose avec lequel il faut apprendre à danser, à coexister, à faire la paix. Et maintenant, dans votre sommeil qui s'approfondit, vous dansez vous aussi avec le temps, portés ensemble dans un ballet silencieux qui continuera jusqu'à l'aube. Le dernier tic-tac s'éteint, et il ne reste plus que le silence, profond et complet. Un silence qui contient en lui toutes les horloges qui ont jamais existé, tous les moments qui ont jamais été mesurés, toute l'éternité condensée dans cet instant présent qui dure et qui dure et qui dure encore. Dormez maintenant, dormez profondément, le temps veillera sur vous patient et bienveillant, et quand viendra le matin, il sera encore là, fidèle compagnon de toute une vie, battant son rythme éternel dans l'ombre et la lumière. Tic-tac, tic-tac.